Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment valider un signal de trading sans faire de backtest. Parce qu'avant tous les backtests, il faut d'abord avoir une vraie fondation, un vrai signal qui prédit quelque chose dans le futur. J'utilise le mot prédire, mais vous inquiétez pas, on va faire des statistiques et pas de la voyance ici. Donc je vais vous donner un indicateur que j'utilise moi-même pour faire du suivi de tendance. On va étudier, voir si il prédit quelque chose sur le marché ou non. Et ensuite, on développera une stratégie dessus pour voir ce que ça donne dans la vraie vie. Et vous avez le notebook en description comme d'habitude. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, j'ai téléchargé les données du Bitcoin en l'occurrence. Vous pouvez utiliser d'autres actifs si vous voulez. Ça fonctionne aussi. Donc, moi, j'ai pris Bitcoin en H4 de 2021 à janvier 2026. Le signal, on ne va pas le décrire en détail ici, mais ça va être la t-statistique d'une régression linéaire. J'ai fait une vidéo dessus qui rentre en détail, je vous la mets en description ou en lien sur la vidéo. Je vais juste vous le montrer et vous allez très vite comprendre, c'est ultra simple. Donc une régression linéaire, on va s'amuser sur une fenêtre glissante à tracer, à relier tout le prix avec une droite et on va regarder la pente, ça nous donnera le momentum. Donc vous voyez ici, on a notre indicateur qui monte dès que le prix a du momentum, après qui se calme, qui baisse quand ça baisse, etc. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On va voir si il a de la puissance prédictive ou pas, et après est-ce qu'il nous génère de l'argent ou pas en gros. Pour se demander est-ce que le signal prédit quelque chose, on va faire quelque chose de très simple. En fait, on va mettre notre signal d'un côté, et de l'autre côté, on va regarder le rendement, donc l'évolution du prix futur à 20 jours ou 25 jours par exemple. Donc si on fait ça, donc là je vous ai affiché le signal, c'est celui qu'on avait dans le graphique précédent, et par-dessus la courbe bleue, j'ai mis une moyenne mobile à 100 périodes, qui est uniquement là pour donner un peu la tendance, pour que ça soit un peu plus clair pour nous. Et en dessous, je vous ai mis les rendements futurs à 20 jours. Donc en fait, on prend la fonction ici, on prend juste le prix en fait qui est au prix de clôture plus le delta qui est nos 20 jours. Donc on voit dans le futur, entre guillemets, pour pouvoir mesurer ça. Donc là, déjà, à l'œil, on peut voir que les rendements futurs, on a l'impression qu'il y a quand même une corrélation. Quand ça monte, ça monte. Quand ça descend aussi. Après, il y aura forcément un décalage, parce que là, on est sur un indicateur qui lag, qui est sur les fenêtres glissantes, donc sur des données passées. Et là, on a triché, on a pris des données du futur pour faire la corrélation, pour mesurer tout ça. Donc voilà, à l'œil, on dirait que c'est bon. Et maintenant, pour valider que ce qu'on voit à l'œil colle statistiquement, on va utiliser la corrélation pour regarder si ces deux signaux sont corrélés en fait. Si notre signal de momentum est corrélé au futur du prix. S'il n'est pas corrélé, ça sera du bruit, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On peut abandonner l'hypothèse ici. Et donc pour ça, on va utiliser la corrélation de Spearman qui, elle, va nous permettre de regarder si notre signal est corrélé ou non. Le concept, il est assez simple. On va prendre nos deux signaux. Donc là, avec un exemple simple, on a notre signal brut, donc qui est le signal momentum, et on va lui attribuer un rang. Donc du plus petit, rang 1, 2, 3, 4, jusqu'au plus gros. Et on va faire de même avec les rendements. Donc les rendements les plus petits, on va leur mettre 1, 2, 3, etc. Et le rendement le plus haut aura le dernier rang. Et une fois qu'on a fait ces rangs, en fait, après, on va regarder est-ce que ça correspond. Est-ce que quand on a un rang important sur le signal, on a aussi un rang important sur les rendements. Donc en gros, est-ce que quand le signal est fort, on a des forts rendements futurs à venir? Donc c'est ce que cette corrélation va nous mesurer. Donc là, je vous ai mis un petit graphique de ce qu'on attendrait si c'était parfait. Donc ça, c'est au plus le rang est fort du signal, au plus on a de rendement. Et inversement, au plus le signal est fort et le rendement baisse, ça serait un signal plutôt inversé. Donc maintenant, on va faire ça sur nos données. Donc là, j'ai juste fait donc, la corrélation de Spearman avec notre signal et les rendements futurs. Et on voit qu'on est à 0,06. Bon, ça vous dit rien, moi ça me disait rien non plus au début. Il y a une échelle, voilà, on va dire qui est donnée un peu de façon académique, où on va être, une corrélation de 0, là, tout le monde est assez d'accord pour se dire ça vaut rien. Et en fait, tout nombre positif ou négatif, ça va dépendre de la stratégie qu'il y a derrière. Vous pouvez avoir un tout petit avantage sur des millions de trades, vous pouvez quand même rester gagnant. Donc il n'y a pas de règle fixe. Moi, je vous ai mis quelque chose à interpréter de tout ce que j'ai trouvé et que j'utilise. Mais voilà, en gros, au-dessus de 0,03, 0,05, on est sur quelque chose qui commence à être exploitable. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Donc maintenant, là, nous, on a mis un horizon de 20 jours. On regardait à chaque fois le prix à 20 jours, mais pourquoi pas 5, pourquoi pas 10, pourquoi pas 100 c'est ce qu'on va faire tout de suite. En fait, on va mesurer cette corrélation avec le futur du prix, le futur des rendements du prix à 5 jours, à 15 jours, etc. C'est ce que j'ai fait ici.
Et en fait, ça va nous donner ce graphique où on va avoir, donc là sur l'axe vertical, on va avoir l'information coefficient, c'est ce qu'on mesurait là avant, la corrélation. Et en bas, le nombre de jours où on va regarder le rendement. Donc là, on voit que en fait, en dessous de 10-15 jours, on n'a pas vraiment de corrélation entre le futur du prix et notre indicateur. Et qu'après, entre 20 et 30 jours, on a une sorte de plateau où ça prédit quelque chose. Donc ça veut dire que notre signal, il a l'air de prédire les rendements entre 20 et 30 jours correctement. Donc ça, c'est intéressant de voir que ce n'est pas juste un pic et qu'on a quand même un plateau intéressant. Donc pour confirmer ça, on peut aussi afficher de façon brute, ça va être un peu plus dur à lire, mais juste simplement notre signal sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, on a les rendements à 25 jours par exemple. Et là on voit que si on trace toujours pareil une régression linéaire, qu'on essaie de rassembler tous ces points en une droite, on voit qu'elle a une tendance positive. Donc au plus le signal est fort, au plus les rendements sont élevés. C'est une tendance, il y a forcément des extrêmes dans tous ces points, mais ça nous donne la tendance et ça valide tout ce qu'on a vu auparavant. Donc maintenant qu'on a vu que notre signal a un certain pouvoir prédictif, donc c'est-à-dire que si le signal monte, il y a de grandes chances qu'à 20, 25 jours, 30 jours, l'évolution du prix soit positive et qu'on gagne de l'argent, maintenant il va falloir regarder si ça tient la route. Donc pour ça, j'ai choisi donc, un portefeuille, donc là on n'a qu'un actif, donc de m'exposer au Bitcoin en fonction de ce signal T-stat. Donc pour commencer, on va faire juste du suivi de tendance, classique, trend following. Et pour ça, on va s'exposer en fonction de notre signal avec une fonction d'activation linéaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Là, je vous ai mis la distribution là, donc, de notre signal, qui va en gros de moins 30 à 30. Et on va venir s'exposer uniquement sur la partie positive. Donc tout ce qui est en négatif, dans la partie momentum négative, on l'a vu au début. Tout ce qui est en dessous en négatif, là, c'est les tendances baissières qu'on veut justement éviter. Donc nous, on va plutôt s'exposer de 0 à X. Donc c'est ce que j'ai représenté là. En gros, de 0 à 15 par exemple, on va s'exposer graduellement au Bitcoin. Ici, vous pouvez mettre 10, 20, après ça fait partie des tests de robustesse, mais avec des fonctions d'activation linéaire, on est quand même plus robuste qu'un seuil brut où vous diriez au-dessus de 10, je passe 100% à acheteur, et en dessous de 10, je vends tout. Donc pour ça, là, on a juste une petite fonction pour pas qu'à chaque barre, on va dire, on change le poids de notre portefeuille. On attend que la cible dépasse à peu près 5% pour changer le poids du portefeuille. Donc si on l'affiche ici, en gros, je vous ai mis en benchmark le buy and hold du Bitcoin sur la même période. On voit, bon, là, il y a une surperformance parce qu'on part d'un marché haussier, donc forcément, notre stratégie, elle va prendre beaucoup moins de drawdown. On voit qu'on est à moins 30 au lieu de 70%. Sharp ratio légèrement plus élevé. Mais voilà, ce qui est intéressant, quand on va regarder le graphique, c'est que là, donc, on voit notre stratégie qui prend moins les drawdowns. Il n'y a rien de magique, on prend quand même les drawdowns, ne vous inquiétez pas. Mais on les prend quand même beaucoup moins ici. Et en bas, on voit l'exposition qui est gérée en fonction de notre indicateur T-stat. Donc on voit que dans les phases plutôt haussières comme ici, on a quand même tendance à être plutôt exposé. Et dans des phases de baisse comme cette partie-là, l'exposition moyenne, elle est plutôt basse. Voilà, pour moi, ça joue son rôle de suivi de tendance. On préserve le capital dans les drawdowns et on capture quand même une bonne partie de la hausse. Alors, bien sûr, si on commence selon où vous commencez, ce sera différent. Si on commence au plus bas du marché, cette stratégie va sous-performer le Bitcoin. Mais à long terme, dès qu'il y aura des périodes de drawdown ou de baisse, ça va être intéressant. Dans tous les cas, je vous déconseille d'avoir toujours une stratégie. Il faut un portefeuille de stratégies diversifiées. Et ce qu'on pourrait s'amuser à faire aussi, c'est que là, on a vu qu'on travaillait uniquement en positif. Mais si on voulait créer une autre stratégie décorrélée de celle-ci, l'inverse d'acheter le suivi de tendance, ça serait d'acheter, dès qu'il y a une baisse, d'acheter pour faire le rebond. Et ça, on pourrait le faire de façon assez simple, juste en changeant cette fonction d'activation. Parce que notre indicateur, on a vu que même dans les phases de baisse, en fait, il a l'air de fonctionner aussi. Donc, on va le vérifier. Et là, on va essayer finalement d'acheter, on va s'exposer quand il y a une forte tendance baissière vers la fin et se désexposer après quand on revient à la moyenne. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en regardant le graphique, en fait, j'ai vu que si on regarde les rendements élevés du futur, on voit que, certes, il y en a ici, mais il y en a aussi quand finalement la tendance est basse. Parce que si on a un extrême négatif, souvent c'est juste un extrême et en fait, après, il y a un rebond.
Donc nous, on va essayer de capturer ça pour s'exposer, voilà, on va dire à moins 15. On va s'exposer ici et revenir à la moyenne à 0. Vous voyez, là, j'ai inversé donc la courbe. Tout à l'heure, on s'exposait au-dessus de 0. Là, on fait du retour à la moyenne. On va exploiter donc by the dip, j'ai envie de dire. Donc, on va s'exposer dès qu'on arrive sur des extrêmes de tendance baissière progressivement. Et après, dès qu'on revient, dès que le prix repart, on va revendre doucement. Et là, on voit que c'est assez intéressant parce que déjà, ça a l'air de marcher parce que la stratégie ne se fait pas éclater. Et surtout, en fait, on a une période... Vous voyez, là, on gagne de la performance pendant la période baissière. En range un petit peu aussi, et dans la baisse ici également. Après, on a des longues périodes, ça va dépendre de la sensibilité qu'on va mettre dans notre courbe, hein, la profondeur de dip qu'on veut s'exposer ou non. Mais ça reste intéressant, surtout que l'exposition, elle est très faible. On est exposé voilà, en moyenne à 6% du temps. Et on a quand même, on fait, en fait, là, sur cette période-là, par exemple, on fait la même perf que Bitcoin, sauf qu'on a seulement 20% de drawdown et une très faible exposition. Et ça, c'est surtout intéressant parce qu'on peut la mixer avec notre précédente stratégie parce qu'elle ne fonctionne pas au même moment. Par exemple, là, si on avait l'autre stratégie, on voit que justement dans les phases plutôt de baisse, nous, on a tendance à être actifs. Vous voyez ici. Et en fait, si on les met ensemble après dans un même portefeuille, si on assemble ces deux stratégies, la performance globale sera bien et surtout elles vont être chacune dans son régime de marché pour à chaque période venir ajouter sa plus-value sans multiplier le drawdown vu qu'elles sont décorées. Donc voilà, on a vu l'exemple qui a l'air de marcher, les stats, bon, elles sont correctes, mais ça donne déjà voilà, une idée de comment on peut valider un signal, regarder que ça fonctionne avant de faire des premiers backtests et vous assurer aussi de comprendre pourquoi le signal marche, pourquoi il ne marche pas. Est-ce qu'il marche en baissier ou qu'en haussier? Voilà. Je vous encourage à faire ce genre d'analyse avant vos backtests. Et pour aller plus loin, vous pourriez aussi faire ce qu'on a fait, mais pour du multi-actif ou tout ce qui est cross-sectionnel. Donc ça veut dire on va regarder si le signal dans un portefeuille multi-actif, est-ce qu'il nous permet aussi de regarder quels actifs vont surperformer, sous-performer. Voilà, ça peut être utile dans plein de stratégies différentes. Et vous trouverez tout ça principalement dans Active Portfolio Management de Greenhold & Can. Il y a plein de littérature sur Internet. Voilà, je vous encourage à explorer tout ça. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.